Voici maintenant l'invité de la matinale, c'est le nouveau Marco Polo. Il a passé des semaines en Chine à observer, étudier la révolution électrique, robotique, écologique, technologique. Il en revient avec un film à voir sur YouTube, aussi fascinant sur la domination chinoise qu'il est inquiétant sur le retard européen. Ça s'appelle « Comment la Chine est devenue imbattable ». Mathieu Stéphanie est l'invité de Radio Classique. Mathieu Stéphanie, bonjour. Bonjour David Abiker. Merci d'être au micro de Radio Classique ce matin pour nous raconter ce voyage étonnant. C'est un documentaire assez fabuleux parce qu'en fait, on s'étonne à travers vos yeux. Vous êtes allé en Chine, vous êtes allé rencontrer des startups, des usines et vous avez constaté que l'Europe était très en retard. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé, si j'ose dire, dans cette expédition ? On a été bluffés tous les jours. C'était vraiment quelque chose émotionnellement, mais aussi, je pense, qui nous a ouvert les yeux, un voyage complètement dingue. Et ça commence dès l'arrivée, quoi. C'est vraiment un moment où on part généralement. Enfin, moi je pars, j'ai l'habitude de partir. Je suis assez serein, peut-être excité, etc. Quand on part en Chine, j'ai ma belle-sœur qui va me dire attention, tu devrais pas aller, t'es complètement malade. J'ai tout le monde qui nous dit, l'ambassade de France qui nous dit, il faut vous faire un visa J2, vous êtes journaliste. Alors nous on dit non, on n'est pas journaliste, on est créateur de contenu. Ils nous disent pour les Chinois c'est la même chose. Donc on part finalement sans visa J2. Et puis on se rend compte en arrivant, on arrive techniquement à Hong Kong, mais directement on part à Shenzhen. Donc Hong Kong, Shenzhen, c'est pas exactement la même chose. Hong Kong est un territoire un peu à part toujours. Et on arrive à Shenzhen et en fait on se rend compte qu'on rentre malgré nos caméras, parce qu'on était 5, 2 caméramans, etc. Comme dans un moulin à vent. Vous êtes rentré facilement. Facilement. Et vous n'avez pas été flanqué d'un membre du Parti communiste qui vous a suivi partout? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'en 2026, c'est beaucoup plus... 2025, c'était, mais beaucoup plus compliqué que ça. Parce que quand on arrive en Chine, on télécharge WeChat, Alipay, Maps, parce qu'aucune application occidentale ne fonctionne. Donc en fait, en l'occurrence, le tracking est peut-être pas forcément physique. Donc, cependant, quand on arrive, on prend une photo de vous, et derrière, on prend une photo de vous et une vidéo tous les 10 mètres dans toute la Chine. Vous racontez qu'à bord de votre voiture, et quel que soit l'endroit où vous êtes partout flashé toutes les 5 minutes. Donc si on veut suivre Mathieu Stéphanie et son équipe en train de découvrir le miracle industriel et technologique chinois, il n'y a aucun problème et il n'y a plus besoin d'être escorté par un membre du Parti communiste. Il est possible que le parti ait un meilleur film que le nôtre d'ailleurs, après tout, c'est possible. Alors vous arrivez là-bas et vous constatez que Shenzhen, petite ville il y a 30 ans, est devenue une mégalopole. Tout va très vite. Tout va très vite, exactement. En 1980, Shenzhen, c'était grand comme Cherbourg, où je suis né, 30 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 20 millions. Alors, faut voir les images sur la chaîne YouTube, mais 20 millions, ça fait beaucoup comme ça. Mais quand on voit l'étendue de la ville, la skyline, comme on dit, 490, presque 500 gratte-ciel, c'est incroyable. C'est une ville, mais futuriste. C'est-à-dire que quand on revient à Hong Kong après, on a eu l'impression de voir une ville des années 2000 ou 90-2000, une ville un peu du passé, une sorte de rétro-futurisme. Shenzhen, c'est pas le rétro-futur, c'est le futur directement. Et Cherbourg est resté Cherbourg. Cherbourg a pas beaucoup bougé. Le plus grand skyscraper de Cherbourg doit faire 90 mètres. Alors, ce qui est assez étonnant, et ce que vous soulignez, c'est la rapidité de ce développement. Et vous dites, la Chine n'est plus un atelier, ça n'est plus seulement le lieu de la copie et de la contrefaçon, même si ça continue. C'est un lieu d'innovation aujourd'hui, et d'une innovation qui va très vite. Tout à fait. Alors, ce qui est très impressionnant par rapport aux États-Unis, on avait fait aussi un docu l'année dernière, c'est que les États-Unis, on parle de software, donc de logiciel. Là-bas, on parle de logiciel aussi, parce qu'ils sont très forts en IA, mais on parle de hardware. Et donc, on a laissé la Chine prendre tout le hardware dans le monde, donc l'électronique, les smartphones, les voitures désormais, enfin, tout le hardware. Et donc, aujourd'hui, on le voit dans la rue. On voit des ateliers, ils font du hardware comme dans le garage de Californie qu'on imagine de Bill Gates, etc., où ils trafiquent des machines, ils démontent les machines des autres, etc., etc. Et c'est visible. Et donc, on voit des drones, on rentre dans un hôtel, premier hôtel où on arrive, vous commandez un room service, arrive un petit robot qui vous parle, qui sonne je ne sais pas comment, et puis on ouvre, et puis il ouvre son petit capot, et puis on a le delivery, enfin la livraison qui se fait. Vous êtes livré en chambre par un robot, et ça n'est pas de la démonstration, c'est l'industrialisation du service en chambre avec les robots. Exactement. Et alors, vous avez testé des tas de gadgets, il y en a un qui est absolument étonnant, c'est un exosquelette qui permet de monter des
des escaliers plus vite que l'homme qui valait 3 milliards. Voilà, de faire des marches super longues, c'est vraiment un exosquelette d'assistance. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que quand on y réfléchit, on est sur une forme d'hybridation homme-machine, c'est-à-dire comment la machine va nous aider un peu. Alors on se dit, moi qui aime bien faire beaucoup de sport, je me dis, j'ai pas envie d'exosquelette, mais dans certaines situations, à certains âges, dans certaines situations de santé physique, etc., ce sont des choses qui sont très intéressantes et sont des objets accessibles. C'est ça qui nous a vraiment à chaque fois époustouflés. C'est que le premier industriel qu'on visite, c'est un fabricant de bras articulés, vous voyez, comme dans les usines. Nous, le bras articulé, on pense Toyota, années 80, 90, etc. C'est quelque chose qui semble très cher. Eux, ils font des bras articulés pour 1 500 €, qui sont qu'on peut utiliser comme on veut. Donc, le boulanger, demain, ici, peut remplacer un de ces boulangers pour faire, ou en tout cas, je sais pas si on va aller jusque-là, mais faire des tâches simples, en fait, et dire, il y a ces 10 tâches dans la journée que tu vas faire tout seul. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très courant, et on sent que ça va très très vite. Et le bras articulé est devenu quasiment le symbole de la modernisation industrielle chinoise, puisque vous avez assisté à une démonstration de drone dans le ciel en pleine nuit, oui. Et il y a un bras articulé, au même titre qu'il y aurait une girafe ou un feu d'artifice magnifique, il y a le bras articulé qui se découpe dans le ciel. Dans cette petite ville que vous ne connaissiez peut-être pas, David, certainement pas, Chongqing, ce qui est une petite bourgade de 34 millions d'habitants, donc on n'est pas dans quelque chose de si petit que ça, c'est une grosse ville, un terreau industriel, ça a été la capitale de la Chine pendant l'occupation japonaise, et en effet on est arrivé, et alors là on s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelqu'un qui nous suit et il se passe quelque chose? Parce qu'on a eu une démonstration de rôle qui était quand même pas prévue avec China Meets Europe. On a eu la Joconde, la Tour Eiffel, et en effet toute la démonstration de toutes les technologies chinoises. C'est un moment un peu parano dans notre bulle à ce moment-là. On s'est dit, vous vous êtes dit, ils sont en train de nous manipuler. Mais c'est quoi ce délire? Surtout avec le China Meet Europe dessiné dans le ciel. Alors cette rencontre, c'est aussi la rencontre de l'autre pays de la voiture. On pensait que c'était les États-Unis du XXe siècle, le pays de la voiture. C'était vrai. Aujourd'hui, le pays de la voiture, c'est la Chine. Vous avez compté 100 marques de voitures en Chine. C'est plus que le nombre de marques de voitures dans le monde. Et je pourrais même dire, surtout, au-delà du volume, ce qui m'a épaté, c'est la qualité. C'est-à-dire que moi, je suis parti en me disant, vous voyez, on dit, d'ailleurs, on utilise ce terme, à un moment, des gens nous disent qu'on ne devrait pas, mais chinoiserie, il y a une petite connotation, made in China, pas terrible. En fait, allez voir les voitures chinoises, Aito, Xpeng, Xiaomi, même Huawei, les constructeurs de téléphones font des voitures. On rentre dedans, vous avez des écrans comme vous en avez jamais vu, ce sont des voitures complètement électriques, il y a quelques hybrides, mais c'est devenu assez rare. Et en finition, enfin, sur la totalité, ils nous ont largement dépassés. Je veux dire, ils sont loin devant Stellantis, Renault, etc. pour des voitures qui commencent à 24 000 €. À 24 000 €, vous avez un coupé, mais j'en rêve tous les jours depuis que je suis revenu. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur quelque chose où il faut que nous, on se transforme et que politiquement, on ait le courage de faire ce qu'ils ont fait à un moment, c'est-à-dire, on en parle un peu dans le docu, mais refermer les frontières, en tout cas les ouvrir avec des constructions qui doivent être, des assemblages qui doivent être faits en Europe, des joint ventures, donc des entreprises communes, et surtout des entreprises qui sont à majorité européenne, comme ils l'ont fait pendant 20 ans. Mathieu Stéphanie est l'invité de la matinale de Radio Classique. Son documentaire « Comment la Chine est devenue imbattable » est visible sur YouTube. C'est un voyage extraordinaire en technologie chinoise. Est-ce que la Chine est encore un pays communiste ? C'est vraiment oui, enfin je veux dire après ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, et quand on parle beaucoup avec les Chinois, hein, pas que avec les occidentaux qui vivent là-bas. Vous en avez vu beaucoup aussi. Oui, c'est People's Republic of China, c'est la république populaire du peuple. Et alors ce que beaucoup de gens nous disent, ce qui n'a pas fonctionné, je pense, dans le communisme pendant 20 ans, et je ne suis pas un expert, j'y ai passé 2 semaines, on a beaucoup étudié, on a lu beaucoup de livres, mais le sentiment général, c'est que le gouvernement travaille pour le peuple. Et ça, quand nous on était dans ce miasme, dans cette espèce de bordel ambiant à l'Assemblée, qu'on est là-bas et qu'on se dit mais ils travaillent pour eux et pour nous, on est 1,4 milliard, ils travaillent vraiment pour nous, on chasse la corruption, on chasse toutes ces choses-là, on se dit on est quand même en train de louper quelque chose, nous, dans nos démocraties en ce moment. Ce que vous dites, c'est que malgré la privation de liberté, malgré le contrôle social, les Chinois ont le sentiment qu'ils ont passé un pacte avec leur gouvernement, c'est-à-dire évolution du pouvoir d'achat, évolution de la qualité de vie, en contrepartie du contrôle social, mais au moins il y a un deal. Exactement. Faut faire très attention, hein. Ce que je dis, c'est pas que la Chine c'est mieux. Je dis juste qu'il y a des choses dont il faut s'inspirer. C'est vraiment très fort ce qu'on a appris là-bas. Et là-dessus, la chose importante, c'est que eux nous disent, la manière dont ils nous voient,
voient, ils se disent, vous en Europe et en Occident, vous travaillez pour les minorités. Nous, le gouvernement, il travaille pour la majorité. Et c'est important de protéger les minorités. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas protéger les minorités. Cependant, est-ce qu'ils ont complètement tort sur cet aspect-là ? Je suis pas certain. Que doit-on retenir quand on revient en Europe et quel est le cahier des charges à prescrire aux Européens ? Parce que vous racontez très bien comment les Européens sont allés en Chine, se sont dit on va avoir une main-d'œuvre à bas prix, ont passé une sorte de pacte, non pas avec le diable, mais avec des gens très astucieux qui ont décortiqué les Airbus pour en faire demain des tout aussi performants qui vont essayer de nous vendre. C'est pas encore le cas. Aujourd'hui, Comac, j'ai volé dans un Comac, un C919, un avion chinois. Ils sont pas autorisés en dehors de Chine pour l'instant. Enfin, quelques pays commencent à les autoriser. Mais c'est pas demain, ça existe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer et pour essayer d'exister face à ce mastodonte ? Il y a deux grandes choses, je pense. Il y a une évolution politique. Donc, il faut mieux tracter, être moins naïf. On a été très naïf. On s'est dit qu'on allait pouvoir, ce que dit très bien Ali Laïdi dans le documentaire, on allait pouvoir tout externaliser là-bas et puis nous vivre comme des pachas et puis les laisser travailler et puis consommer, voilà. Mais à un moment, quand nous, on travaille plus, et ça, c'est la deuxième chose, c'est, je pense, la mentalité des Européens, peut-être des Français en particulier, se dire à un moment, faut peut-être travailler. Je veux dire, 35 heures, 15 semaines de congés par an, toutes ces choses-là, en fait, c'est pas. On vit dans un monde compétitif. Donc si en plus on a ouvert les vannes et qu'on dit à la compétition, venez chez nous, que eux travaillent 3 fois plus que nous dans l'année, je dis 3 fois, c'est peut-être 2, mais il y a un moment où en fait, on a senti une sorte de wake-up call, de grand réveil, qui est de dire, je pense qu'on travaille pas forcément beaucoup. Moi, j'ai découvert des termes là-bas. C'est quoi le 9-9-6 ? Donc de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Bon, c'est pas ce qu'ils font dans les entreprises de services. On est sur du bien plus traditionnel, alors pas un 5 à 7 non plus, un 9 à 7 ou quelque chose comme ça. On est dans quelque chose de beaucoup plus raisonnable que 9-9-7. Mais aujourd'hui, on voit que là-bas, ça travaille beaucoup plus et ils aiment le travail. Et nous, aujourd'hui, on a une vraie défiance. On se dit, en Occident, en Europe en particulier, je sais pas si vous vous souvenez, David, quand les Américains sont revenus ou un peu attaqués, ils montraient, ils avaient fait des vidéos d'IA avec des gros Américains qui travaillaient dans leurs usines de production, puis qui prenaient des pauses toutes les 10 minutes. Bon, aujourd'hui, eux, ils se voient, ils mettent en avant leur force de travail et leur envie de travailler. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui reste du communisme, d'ailleurs. C'est cette glorification du travail qu'on a trouvé aussi en Union soviétique. Mais ça donne une fierté. Bien sûr, on peut leur opposer aussi que nous, en Europe, on veut protéger une norme sociale. Mais vous dites dans le documentaire, et c'est ça aussi qui est intéressant, qu'ils ont fait d'énormes progrès sur la prise en charge médicale, sur les soins, sur la recherche médicale. Ils sont très en avance aussi. Ils sont plus dans la copie des médicaments occidentaux. Ça, on le voit très bien. On voit que les hôpitaux qui sortent sont de plus en plus modernes. Après, quand on échange avec les Européens là-bas, on voit que tout n'est pas extraordinaire, mais enfin quand on échange avec des Français en France qui vont à l'hôpital, on voit que tout n'est pas extraordinaire non plus. Donc aujourd'hui, on voit plutôt un empire qui est en train d'éclore, qui est en train d'évoluer à toute vitesse, sur tous les aspects, sur l'écologie, sur la santé, sur l'éducation, les partenariats entre le privé et les universités. On l'a vu, cette boîte de drones DJI, je sais pas si vous voyez David, ils financent des pans entiers d'universités, et derrière ils vont mettre des drones ou les bras articulés dont je parlais tout à l'heure, et les étudiants vont travailler sur les dernières générations de produits. Nous, on travaille en parallèle sur des drones ou des bras qui ont 10 ans. Vous racontez que ce qui leur manque aux Chinois, c'est la notion de marque. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train de venir, mais c'est vrai qu'on a du mal à être séduit par une marque chinoise. DJI, potentiellement, dont je viens de parler, est une des exceptions. Ils vendent quoi, eux ? Ils vendent des drones. Ouais. Quand on voit, c'est vraiment une forme de Apple chinois. Quand on est allé à Shenzhen, qu'on voit le HQ, le grand headquarter de DJI, on voit un immeuble qui est merveilleux, qui est plutôt le côté obscur, il est plutôt noir, etc. Mais tellement beau architecturalement. Et c'est une marque qui a réussi à donner envie. On a vraiment, pour tous les geeks du monde, les drones DJI, c'est quelque chose qui sont sexy, qu'on a envie d'acheter tous les ans quand ça sort, etc. Mais sur le luxe, ils y sont pas encore. Sur le luxe, mais même sur les voitures, c'est quand même acheter une voiture Xiaomi. Bon, honnêtement, faut les voir quand même. Mais ça reste une marque de téléphone qui vend des marmites, des frigidaires. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Huawei, si vous voyez cette marque aussi, on sent que ça arrive, mais c'est peut-être la dernière marche qui va faire que les marques chinoises vont devenir gigantesques et dominer, dépasser un certain nombre de marques européennes. La Silicon Valley est en Chine aujourd'hui ?
Elle est au moins autant en Chine qu'en Californie, parce qu'en Californie, faut y aller. La Silicon Valley, c'est quasiment Cherbourg versus là-bas. Nous, on a vu Shenzhen, ça c'est 20 millions d'habitants, mais on a aussi vu Ningbo, j'ai vu des dark factories dans lesquelles il y a absolument pas plus d'ouvriers, plus d'humains. Et elles sont vraiment dans le noir. Voilà, et ils sont 1,4 milliard alors que les Américains sont même pas sont 300 millions. Donc quelque part, oui, elle est là-bas. Mathieu Stéphanie au micro de Radio Classique. Comment la Chine est devenue imbattable. Un documentaire de 90 minutes qui devrait faire partie de la culture économique de chaque Européen. Je vous le recommande absolument. Je recommande aussi vos podcasts, Mathieu Stéphanie, qui sont accessibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle Génération Do It Yourself. Merci, à bientôt, Mathieu Stéphanie. À suivre le rappel des titres. Charles Bonner à la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres, Jean-François Colosimo et Cécile Cornudet, Radio Classique.